Donc, bonjour, je m'appelle Emmanuel Cosson, je suis diabétologue, je travaille à Bondy, à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris. Qu'est-ce que le diabète? Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? D'accord. Alors le diabète, c'est un taux de sucre élevé dans le sang, qu'on appelle aussi hyperglycémie, de façon chronique. Donc ça va faire que le corps il est exposé à trop de sucre dans le sang pendant des années et des années. Et si on ne le traite pas, même si on ne le ressent pas, on va avoir des complications de ce diabète parce que le sucre va abîmer nos organes. Vous avez dit, il y a une différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il y a aussi d'autres types de diabète, mais c'est vraiment les deux principaux. Le principal, c'est le diabète de type 2, on en parlera tout à l'heure, qui survient plutôt chez des sujets plus âgés, obèses, sédentaires, avec des antécédents familiaux de diabète. Et puis il y a les diabétiques de type 1. Le diabète survient plutôt chez des sujets jeunes, plutôt minces, et il va avoir besoin d'être traité par insuline. La première partie de ce séminaire concerne les facteurs de risque et les causes du diabète. Est-ce le surpoids qui entraîne le diabète de type 2 ou bien est-ce le diabète qui entraîne le surpoids? C'est plutôt le surpoids qui entraîne le diabète de type 2. En fait, ce qui se passe dans le diabète de type 2, c'est que souvent il y a un fond génétique, c'est-à-dire qu'on hérite de gènes qui vont favoriser le diabète. Et par-dessus vont intervenir des facteurs qu'on appelle environnementaux, c'est-à-dire on prend du poids par exemple, on devient plus âgé, on a de l'hypertension, on a un périmètre abdominal qui grandit, et de ce fait, il y a le diabète qui se développe. Donc c'est plutôt un fond génétique, par-dessus on rajoute une sédentarité, de l'obésité, et ça va favoriser l'arrivée du diabète sur ce fond génétique. Est-ce que la prise de cortisone en traitement de fond peut entraîner du diabète? Alors oui, les corticoïdes peuvent entraîner du diabète. En général, ça va régresser après l'arrêt, donc ça va être transitoire, mais de temps en temps, on découvre le diabète à cette occasion. Parce qu'on peut être diabétique sans le savoir, on prend des corticoïdes. Alors ça révèle le diabète parce qu'il va être plus fort, il va être responsable de symptômes, et quand on arrêtera les corticoïdes, le diabète sera toujours là, mais mieux contrôlé. Quelles sont les pistes de recherche pour prévenir le diabète de type 1? Alors, le diabète de type 1, déjà, pour bien fixer les choses, c'est différent que le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, il y a cette fois un problème immunologique, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps et une réponse qui va faire que les cellules qui sécrètent l'insuline normalement vont disparaître. Et de ce fait, quand on n'a plus d'insuline, le taux de sucre augmente et donc on est diabétique. Donc quand on veut prévenir le diabète de type 1, souvent il faut s'adresser à des populations à risque, et là elles sont beaucoup plus difficiles à identifier. C'est-à-dire souvent c'est des enfants de parents qui ont déjà un diabète de type 1. Chez ces enfants, on peut essayer de voir quels sont ceux qui risquent de développer vraiment un diabète de type 1, parce que ce n'est pas du tout tous les enfants des diabétiques de type 1, heureusement. En moyenne, on juge qu'à peu près c'est 4% des enfants d'une dame qui est diabétique de type 1 qui vont devenir diabétiques de type 1, et quand c'est le papa, c'est plutôt 8%. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout tous les enfants des diabétiques de type 1. Alors quand on identifie ces enfants, quand on va faire des dosages chez les enfants, on va pouvoir voir s'il y a des anticorps qui montrent qu'il y a une réaction auto-immune qui est dirigée contre les cellules qui sécrètent l'insuline qui est en cours. Et donc chez ces enfants, ils ne sont pas encore diabétiques, mais on sait qu'il y a cette réaction auto-immune. On va pouvoir faire des actions de prévention pour essayer que la destruction s'arrête, par exemple. Donc toutes les études sont plutôt sur cette population d'enfants de diabétiques de type 1 qui ont des anticorps déjà présents, mais qui ne sont pas encore diabétiques. Nous passons à la seconde partie du séminaire concernant l'évolution de la maladie. Le diabète de type 2 finit-il toujours insulinodépendant? Alors, dans le diabète de type 2, effectivement, on peut être traité par insuline. En fait, ce qui se passe au début du diabète de type 2, il y a une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline elle a du mal à avoir son action qui fait baisser le sucre. Mais souvent, c'est compensé parce que le pancréas, il marche bien et il va faire beaucoup d'insuline pour compenser la résistance à l'insuline. Et de ce fait, on arrive à ne pas être traité par insuline. Mais en vieillissant, le pancréas est vieilli. Et malheureusement, il va sécréter de moins en moins d'insuline. On ne pourra pas le stimuler avec les comprimés, parce qu'il n'arrivera pas à faire plus que ce qu'il fait. Et à ce moment-là, on sera amené à donner des injections d'insuline pour compenser la carence en insuline. Et donc typiquement, dans l'histoire naturelle de la maladie du diabétique de type 2, on va avoir une insulinothérapie, un traitement par insuline, plutôt en fin de maladie, dans sa vie, au moins 15 ans, on va dire, en moyenne 15 ans après le début de la maladie.
Mon endocrinologue dit qu'un diabète ne se guérit pas et qu'il faut continuer le traitement. Qu'en pensez-vous? Alors souvent on dit que quand il y a un diabète, il est là et qu'il ne va pas disparaître. En réalité, il y a quelques cas où ça peut disparaître lorsque le diabète est tout débutant. Parce qu'on sait qu'on peut faire régresser en fait, ce diabète en maigrissant, en bougeant plus. Et dans ce cadre, de temps en temps, lorsque on prend la maladie très tôt, que le patient maigrit, alors le diabète peut régresser. Comment comprendre que pour certains, malgré une grande sédentarité et une consommation importante de sucre rapide, il y ait une glycémie normale, et pas pour d'autres qui ont un comportement plus sain? Alors là, ça parle un peu d'injustice en fait, finalement. Il y a des patients, des gens qu'on connaît, on se dit, ils bougent pas, ils mangent n'importe comment, ils sont pas diabétiques, et puis moi qui fais très attention, je suis devenu diabétique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fond génétique, quelque chose qu'on a hérité, on n'est pas responsable de ça, qui fait que lorsqu'on ne mange pas bien, lorsqu'on est sédentaire, lorsqu'on grossit, lorsqu'on vieillit, alors le diabète va se développer. Nous passons à la troisième partie du séminaire qui concerne les complications du diabète. Est-ce que le diabète joue un rôle sur le système nerveux, la concentration, la mémoire, la dépression? Alors globalement sur le système nerveux, oui, parce que sur les nerfs, ils vont pouvoir être touchés. Et d'ailleurs, les patients diabétiques qui ont un diabète mal contrôlé pendant longtemps vont pouvoir perdre la sensibilité au niveau des nerfs et notamment au niveau des jambes, au niveau des membres inférieurs. Ça va amener d'ailleurs quelquefois des amputations parce que les patients ne sentent pas la douleur, ils se blessent, ils ne sentent pas la douleur, ils ne vont pas se traiter et éventuellement ils vont venir très tard nous voir, les médecins, alors que la lésion est très infectée et malheureusement ça peut conduire à des amputations ou à des soins qui vont durer très longtemps. Ça c'est la partie des nerfs. On a aussi des atteintes des nerfs qui font qu'on peut avoir, de façon paradoxale, puisque je vous ai dit qu'on pouvait ne pas sentir la douleur, on peut ressentir en permanence des crampes, des fourmillements au niveau des pieds, etc. Et ça peut être très invalidant, surtout que ça survient surtout le soir et que de ce fait ça peut être insomniant. Vous m'avez parlé aussi des troubles de la concentration. Ça, il peut y en avoir dans deux cas, et c'est les cas où le diabète il est mal équilibré. Premièrement, lorsque nous, on vous donne un traitement pour baisser le sucre, de temps en temps, on peut donner un traitement trop fort qui va baisser trop le sucre. Si le cerveau il manque de sucre, vous aurez du mal à vous concentrer et vous aurez des troubles de l'humeur. A contrario, si votre diabète il est mal traité et que vos taux de sucre sont très hauts, on dit en général que quand ça dépasse 2 grammes par litre, la normale c'est 1 gramme par litre, lorsque vous dépassez 2 grammes par litre, alors vous aurez du mal à vous concentrer. Par exemple, on a vu chez des adolescents qui passaient des examens que lorsque leur taux de sucre dépassait 2 grammes par litre, ils avaient des moins bons résultats dans l'écriture, dans le jugement, etc. Est-ce que le diabète joue un rôle sur la libido et l'érection? Alors, le diabète en soi peut jouer un rôle sur la libido et l'érection. En fait, la qualité de vie des patients diabétiques peut être altérée, ils peuvent se sentir moins bien et forcément avoir moins envie de faire l'amour, d'avoir de l'activité sexuelle. Pour les érections, ça peut agir aussi parce que dans les formes compliquées, avec une longue durée d'action, on peut avoir des troubles au niveau des nerfs et les nerfs sont importants aussi pour avoir les érections. Mais souvent, les troubles de l'érection sont multifactoriels, il y a beaucoup de causes qui peuvent être liées à ça et c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va forcément avoir des troubles de la libido et de l'érection. Qu'est-ce qui cause le plus de risques de complications? Une HbA1c supérieure à 6% ou un diabète instable? Alors peut-être pour expliquer à tous ce que c'est, l'HbA1c c'est l'hémoglobine glycosylée et ça reflète l'équilibre du diabète sur les 3 mois précédents. Plutôt que 6% qui a été proposé, on dit en général que c'est plus le 7% qui amène à avoir des complications. Et lorsque vous voyez votre médecin, nous, quand on vous voit, on a envie que l'HbA1c soit à moins de 7% pour éviter les complications. Donc il y a bien un lien entre déséquilibre du diabète, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, et complications. Et en général, on essaye d'avoir l'hémoglobine glycosylée inférieure à 7%. La deuxième partie de la question, c'est de dire, oui, mais je peux être bien équilibré, c'est-à-dire que globalement, mon équilibre du diabète, il est bien, mais je peux avoir des glycémies qui montent beaucoup, et puis après qui baissent beaucoup, hyperglycémie, hypoglycémie, et finalement, en moyenne, je suis bien. Est-ce que ça, c'est pas délétère de monter et descendre? On a de plus en plus d'arguments pour dire que oui, ça peut être délétère de monter et descendre ses glycémies fréquemment, même si globalement, la glycémie moyenne est bonne. Mais ça, il y a encore des études en cours.
Quels sont les impacts des hypoglycémies maternelles sévères sur un bébé en gestation? Alors là, c'est une maman qui est enceinte et on la traite pour équilibrer le diabète et c'est très important pendant la grossesse pour éviter des complications de la grossesse. On peut être gêné parce que quand on baisse les glycémies pour les normaliser le mieux possible, alors on va baisser éventuellement un peu bas et provoquer les hypoglycémies dont on parlait. La maman, elle est inquiète parce qu'elle se dit « mais moi, si je manque beaucoup de sucre, peut-être mon bébé va manquer beaucoup de sucre et ça pourrait avoir des séquelles ». En fait, toutes les études, mais il n'y en a pas beaucoup, sont plutôt rassurantes et on pense qu'il n'y a pas de conséquences majeures sur le fœtus et le futur enfant ensuite. Est-ce qu'un diabète de type 2, chez une femme de 47 ans sous insuline rapide et lente depuis l'âge de 33 ans, peut expliquer une importante perte de mémoire du passé? Donc la question, c'est de se dire, est-ce que finalement, quelqu'un qui a de l'insuline depuis longtemps, qui a un diabète depuis longtemps, est-ce que l'insuline en elle-même, le traitement par insuline, par injection, pourrait amener à des troubles de la mémoire? La réponse, c'est que c'est non, il n'y a pas de lien a priori. Nous passons à la 4e partie du séminaire qui concerne les traitements. Les contraintes du traitement et des effets secondaires sont nombreux. Existe-t-il une voie complémentaire au traitement médicamenteux permettant de baisser les doses de médicaments? Alors, oui, bien sûr, en fait, il y a même dans le diabète de type 2, on peut ne pas traiter par médicaments, notamment au début du traitement. La base, c'est l'hygiène de vie. Donc c'est l'alimentation, essayer de modifier son alimentation à long terme, et puis perdre du poids si on est en surpoids ou obèse. Et le deuxième point, c'est l'hygiène de vie par rapport à l'activité physique, la lutte contre la sédentarité. Le diabète de type 2 peut-il être traité par une alimentation très stricte ou faible en glucides? Alors en fait, par rapport à la diététique, il ne faut pas être trop strict. D'abord, si vous mangez très peu, par exemple, vous voyez en moyenne on mange 1500 kcal par jour, voire 2000 suivant son activité physique, on va se dire ça. Il y a des gens qui pourraient se dire il faut manger 600-700 kcal, on va maigrir beaucoup, etc. Et en fait, c'est pas bon parce que sur le long terme, on n'y arrive pas. D'abord, on est faible, on n'est pas bien, et sur le long terme, on n'y arrivera jamais. Donc, ce qui est recommandé, si on mange beaucoup, c'est de limiter un petit peu, mais progressivement, et de perdre du poids si on en a besoin, de perdre du poids très progressivement pour ne pas perdre de muscles en même temps. Donc ça, c'est sur la quantité, on y va progressivement. Sur la qualité de l'alimentation, souvent on pense diabète, c'est sucre, alors il ne faut pas manger de sucre. En réalité, il faut manger au moins la moitié de toutes les calories qu'on va manger sur des glucides, c'est-à-dire les sucres. Les sucres, c'est soit les sucres rapides, c'est ceux que vous voyez immédiatement, le morceau de sucre, les fruits, les desserts, etc. Mais c'est aussi tous les féculents, ça veut dire pommes de terre, le riz, les pâtes, la semoule, etc. Et ça, c'est une partie très importante de l'alimentation, parce que c'est ce qui fait qu'on n'a plus faim quand on mange. Si vous mangez pas du tout de glucides, vous allez manger quoi? Des protéines. Les protéines, c'est la viande, le poisson, les œufs. Et puis vous allez manger du gras, et le gras c'est très concentré en calories, et ça fait plutôt grossir, et c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc en pratique, il faut réduire les sucres évidents, d'accord, par exemple tous les sodas, etc. Mais il faut continuer à en manger, et notamment, il faut avoir un socle, manger des féculents, c'est très important à chaque repas. Si vous mangez pas de féculents, encore une fois, vous allez manger des lipides, c'est-à-dire le gras. Alors il y a du gras qui est meilleur que d'autres, et notamment lorsque vous avez à choisir des huiles, etc., choisissez plutôt l'huile d'olive, qui a des vertus de protection, notamment sur le cœur et les vaisseaux. Est-ce que la nouvelle génération de pompes à insuline aura un capteur de glycémie associé? Alors il y a déjà des pompes à insuline qui ont des capteurs de glycémie associés. Donc ça, c'est destiné essentiellement aux patients qui ont un diabète de type 1 et qui sont traités par insuline depuis le début de leur diabète. La pompe à insuline, elle va délivrer de l'insuline au patient à travers un cathéter qui est relié sous la peau. Et en fait, on a des capteurs sous la peau qui peuvent mesurer le taux de sucre dans le sang. Et il y a même des boucles semi-fermées, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que le capteur, lorsqu'il voit par exemple que le taux de sucre est bas, il va dire à la pompe, baisse le taux d'insuline, donne moins d'insuline au patient parce qu'il en a moins besoin, et même il peut stopper l'insuline pendant un moment pour éviter qu'il aille jusqu'à l'hypoglycémie, vous savez, lorsqu'on manque trop de sucre. Que pensez-vous du système Freestyle Libre, le système nouvelle génération d'autosurveillance de la glycémie?
Alors, le stem free style libre ou freestyle libre, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. On met un petit capteur sous la peau, ici, c'est un petit rond, hein, et on va avoir un lecteur, et on va passer le lecteur en dessous, et sans même se piquer au bout du doigt, on va avoir le taux de sucre dans le sang qui est marqué, donc c'est super. Ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est qu'en plus, il mémorise le taux de sucre dans le sang pendant les 8 heures qui précèdent. Donc quand le patient il va scanner, il va avoir sa glycémie du moment, en fait il y a quelques minutes de retard, d'une part, et d'autre part, il va avoir les 8 heures qui précèdent. C'est un grand avantage parce que par exemple, quand le patient se lève, il saura ce qui s'est passé pendant sa nuit, est-ce que son taux de sucre il était élevé ou il était bas. Donc ça, c'est pas remboursé pour tous les diabétiques, c'est essentiellement pour les diabétiques qui ont plusieurs injections d'insuline par jour. Et c'est un diabétologue qui doit prescrire initialement cet appareil. La fiabilité, elle est bonne, globalement, avec 2 petits bémols. La première journée, c'est un petit peu moins bon que les 15 jours qui suivent, parce que lorsqu'on met un capteur, il va avoir une vie de 15 jours. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a la petite différence de temps. Il y a 3-4 minutes d'écart. Ça veut dire que éventuellement, vous pouvez avoir un taux de diabète là sur votre capteur qui est différent de celle que vous avez réellement maintenant, avec quelques minutes de... Est-ce qu'un traitement par une seule injection d'insuline par semaine sera possible dans les années à venir? Je ne peux pas tout prédire, mais globalement, pour l'instant, c'est une injection par jour minimum. Et probablement, ça pourra changer un petit peu. Et il sera toujours avec des aiguilles pour l'instant. En revanche, si on ne parle pas d'insuline, peut-être vous savez, mais il y a des traitements injectables qui ne sont pas de l'insuline, ça s'appelle les analogues du GLP-1. Et là, actuellement, on a des formes hebdomadaires, c'est-à-dire que les patients s'injectent le produit qu'une fois par semaine. Comment évaluer la dose d'insuline nécessaire à un patient pour réguler sa glycémie? Alors, comment on régule? On débute toujours par des doses assez faibles pour éviter de mettre trop d'insuline et de baisser trop le taux de sucre et de provoquer un manque de sucre, une hypoglycémie qui est très désagréable. Ensuite, le patient, on lui demande de surveiller son taux de sucre dans le sang. Et s'il est élevé, ça veut dire que les insulines qu'on a mises, on n'a pas mis de dose suffisante. Et on apprend au patient en fait, à augmenter ses doses d'insuline au fur et à mesure, progressivement, pour atteindre les objectifs de taux de sucre qu'on veut. Nous passons à la partie 5 du séminaire qui concerne la prise en charge médicale et psychologique. Quel est le taux optimal d'HbA1c pour un patient diabétique? Alors ça dépend des patients, en fait, on a un petit peu des échelles. Globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en général, c'est 7%. Il ne faut pas dépasser 7%. Vous vous souvenez, l'hémoglobine glycosylée, ça reflète l'équilibre des 3 derniers mois. Pour des futures mamans, des dames qui préparent une grossesse, par exemple, c'est 6,5%. Et puis pour une personne qui est plus âgée, ça sera plus du 8%. Donc après, nous, on module ça et normalement, on échange avec vous pour vous dire, pour vous, pour votre cas particulier, quel est votre objectif. Mais globalement, c'est 7%. Doit-on obligatoirement se faire suivre par un spécialiste si l'on est diabétique ou le médecin traitant suffit-il? Alors il y a beaucoup de diabétiques et pas assez de diabétologues. Donc de toute façon, nous en tant que spécialistes, on ne peut pas suivre tous les patients. Globalement, souvent, les patients, en tout cas les médecins traitants qui soignent bien le diabète, vont adresser au diabétologue au moment où il va falloir faire une injection parce que souvent il y a besoin d'expertise, d'expliquer aux patients et nous, on a l'habitude et des fois les équipes pour entourer ça. Donc c'est souvent au passage à un traitement injectable. Moi je pense par ailleurs que pour les diabétiques de type 1, donc ceux qui ont un traitement par insuline avec plusieurs injections d'insuline par jour ou des traitements par pompe à insuline, là c'est le diabétologue qui doit les suivre. Y a-t-il un remboursement des frais de podologie ou d'ophtalmologie quand on est diabétique? Alors ça dépend. En fait, pour les examens des yeux, alors pourquoi on fait ça d'abord? C'est parce qu'il y a des complications du diabète et qui touchent plusieurs organes. On a évoqué ça tout à l'heure. Donc c'est les yeux, les reins, les nerfs et tout le cœur, etc. Alors qu'est-ce qui est remboursé? Normalement, il faut faire un examen ophtalmologique tous les ans. Ça peut être fait juste par des photos qui sont envoyées à un ophtalmologue ou une consultation remboursée.
Le cardiologue, c'est pas systématique, ça dépend du risque qu'on a. Est-ce qu'on a seulement le diabète ou de l'hypertension en plus, etc. Des choses qui vont abîmer le cœur et les vaisseaux. Et là, vous pouvez être amené à voir un cardiologue. En tout cas, normalement, il faut faire un électrocardiogramme de repos une fois par an. Et ça, le médecin généraliste, il peut vous le faire. Pour les podologues, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a une atteinte des nerfs, on peut perdre la sensibilité au niveau des pieds. Lorsqu'on a une perte de la sensibilité au niveau des pieds et qu'on a aussi une atteinte des artères ou des déformations au niveau des pieds, ou lorsqu'on a déjà eu une amputation, alors les consultations podologiques sont remboursées. Dans le suivi du diabète, doit-on privilégier les résultats et objectifs de l'hémoglobine glyquée ou des glycémies capillaires? Alors en fait, les deux sont très importants. Globalement, encore une fois, c'est l'hémoglobine glycosylée pour voir si on est bien équilibré. Mais dans la vie de tous les jours, comme on fait une hémoglobine glycosylée tous les 3 mois ou voire tous les 4 mois, ça ne sera pas utilisable. Donc là, on va se surveiller au bout du doigt ou avec le système Freestyle Libre. Dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de savoir au jour le jour si le sucre n'est pas trop bas, parce que c'est une hypoglycémie, on n'est pas bien, il faut prendre du sucre pour remonter. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois il va falloir adapter ces traitements, notamment les traitements par insuline. Dans ce cas-là, il va falloir se surveiller pour savoir s'il va falloir mettre plus d'insuline ou pas, etc. Donc au jour le jour, bien sûr, c'est l'autosurveillance glycémique, et avec le diabétologue, lors des consultations, l'hémoglobine glycosylée. Comment passer le cap de l'acceptation d'une maladie chronique comme le diabète, notamment avec un traitement à vie? Ça, c'est un des objectifs de Compare, c'est d'échanger avec vous pour comprendre exactement comment les diabétiques ont réussi à mieux accepter leur maladie. Moi, dans ma pratique de tous les jours, avec mes patients, ce que je vois, c'est qu'il y a des patients qui n'acceptent pas du tout cette maladie qui est injuste, qui leur est tombée dessus, ils n'ont pas choisi, ils n'ont rien fait pour ça. Puis il y a des patients qui finalement prennent la maladie, c'est même une ressource de temps en temps, ils vont l'utiliser dans leur vie pour s'améliorer, pour prendre garde à leur corps, etc. Donc tout est différent, chaque patient est différent. Nous, on essaye de les accompagner, tous nos patients évidemment, nous-mêmes en tant que soignants, mais il y a des fois des psychologues qui sont importants et puis d'autres personnes. La famille aussi est très importante. Donc ça, c'est un aspect difficile de la maladie chronique, toujours. Pourquoi avoir voulu créer cette cohorte diabète au sein de Compare? Alors, Compare, c'est une communauté de patients qui a des maladies chroniques. Et typiquement, le diabète, c'est une maladie chronique. Et en plus, c'est une maladie chronique qui est très fréquente, donc ça touche beaucoup de patients. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on communique bien avec nos patients parce qu'on a une empathie, etc. Mais souvent, aussi, on est débordé parce qu'on n'est pas beaucoup de diabétologues, de médecins. Et évidemment, on n'a pas forcément le temps de l'échange. Compare, ça permet d'échanger mieux. Parce que vous pouvez vous exprimer en tant que patient, vous pouvez poser des questions, et vous voyez aujourd'hui, par exemple, j'ai répondu à des questions des comparenautes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que vous pouvez nous impulser des idées pour améliorer votre vie de tous les jours. Nous, on ne se rend pas forcément compte de vos difficultés. Et lorsque vous êtes diabétique, vous pouvez être amené à avoir des difficultés dans votre vie courante, au travail, etc. Et nous, vous allez pouvoir nous rapporter ça pour qu'on essaye d'améliorer par ce biais, ensuite en faisant des études spécifiques, votre qualité de vie. Et puis les derniers aspects, c'est la recherche. Nous aussi, on a envie de progresser. On a besoin de temps en temps que des patients participent à des études et c'est une voie de recrutement de patients. Donc tout ça, c'est bilatéral dans tous les sens et ça doit améliorer la vie des diabétiques. Rejoignez Compare et, ensemble, faisons avancer la recherche sur les maladies chroniques. Rendez-vous sur compare.aphp.fr.